Hello les artistes, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de correction. Donc ça va être la dernière vidéo de correction de cette année 2023. Donc premièrement, je vais souhaiter vous remercier, en tout cas remercier toutes les personnes qui ont joué le jeu pour les corrections et également donc remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages suite à ces vidéos-là. Donc voilà, j'espère que ces vidéos vous ont peut-être permis de débloquer quelques petites techniques, quelques petites astuces de dessin. Et puis qui vous aideront éventuellement à améliorer vos propres dessins à vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va corriger donc 3 dessins. Un dessin de Corinne qui est un dessin qui est réalisé au pastel. Ensuite, un dessin de Mathieu qui sera une illustration réalisée sur un mur. Donc cette fois-ci, on va corriger un dessin qui a été fait à la bombe. Donc voilà, il y a des contraintes spécifiques vis-à-vis de ce type de dessin précis. Et ensuite, on aura donc le dessin de Enguerrand, qui est une peinture sur toile, donc un peu expressive, et entre du dessin très abstrait et un côté un peu plus réaliste. Donc on verra ça ensemble juste après. Si vous aussi vous souhaitez m'envoyer vos dessins pour l'année 2024, donc vous êtes bien entendu les bienvenus. Vous pouvez le faire à l'adresse suivante, donc craig@dessiner.fr. Et bien entendu, il faut faire attention à la mise en place de vos photos si vous avez des dessins type toile ou autre à corriger. Donc juste des photos qui soient suffisamment éclairées de manière uniforme, pas trop déformées avec la perspective, donc des photos qui sont relativement prises en face de votre toile. Et voilà, donc voilà, quelques petites astuces pour faire des photos un peu plus agréables et faire en sorte que donc voilà, vous n'ayez pas des photos trop floues pour les corrections. On commence donc tout de suite avec le premier dessin qui est un dessin de Corinne. Donc ici donc on est face à un paysage. Quand on est face à un paysage, donc la première chose que j'ai tendance à faire, c'est positionner et placer donc la ligne d'horizon, vérifier qu'il n'y a pas de souci au niveau des points de fuite, etc. Et ensuite on fera plutôt une vérification au niveau des couleurs, sachant que ici je n'ai pas de référence photo sous les yeux, ni de référence à vous montrer, donc du coup je corrige tout simplement en fonction plutôt de la construction géométrique et au niveau des couleurs, donc en fonction des petites choses qui selon moi pourraient être éventuellement améliorées. Donc au niveau du point de fuite, donc la première chose que je vais faire ici, c'est élargir un petit peu la feuille pour que je puisse vous montrer donc au niveau des points de fuite ce qui se passe. Donc, je vais choisir un fond qui va être plutôt blanc comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, avant toute chose, je vais juste placer comme ça quelques lignes pour que je puisse recadrer le dessin par la suite. Et donc du coup, ce que je disais, c'est que je vais agrandir la feuille pour qu'on puisse placer les points de fuite. Ça sera plus simple pour moi pour vous montrer les éléments dont j'ai besoin. Hop, ici au niveau de la construction des points de fuite. Je vais dupliquer aussi l'image, comme ceci. Et comme ceci, voilà, ça sera plus simple pour travailler. Donc ici, comme je disais, donc la première chose, c'est de vérifier la position des points de fuite. Pour ça, on va placer dans un premier temps donc, la ligne d'horizon, qu'on voit assez facilement ici. Donc là, on a une ligne d'horizon qui dépend donc, de la position de la mer ici. Donc vous voyez, c'est relativement simple à trouver pour ce cas-ci. Et ensuite, donc on a la position des points de fuite. Là, étant donné qu'on a plein de sujets différents, donc on a par exemple cette table ici qui est orientée d'une certaine façon. On voit qu'on a également les murs qui sont ici, qui sont orientés d'une certaine façon. Également les lignes au niveau du sol par exemple, les lignes au niveau de la porte qui est ici. Donc vous voyez, ça fait plusieurs directions, donc plusieurs points de fuite également. Donc ce que je peux faire ici, alors, je vais juste effacer ça, voilà. Je vais tracer donc quelques lignes assez propres pour vous montrer. Donc on a par exemple la ligne ici au niveau du plafond, d'accord, comme ça. On a la ligne au niveau du sol. Donc, je vais tracer cette ligne également, hop, comme ceci. On a ensuite la ligne au niveau de la table, par exemple. Donc on a cette table qui est comme ça. On a également les lignes concernant donc l'ouverture de la porte, par exemple, ici. Donc on voit qu'on a un point de fuite qui va sortir complètement de la feuille ici.
Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? On aura une ligne ici qui correspond au plateau qu'on voit ici, où on a le vase qui est posé. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? On a peut-être ce mur-ci, d'accord? Donc on a une ligne qui va dans ce sens-là. Donc, première chose que je constate sur votre dessin, Corinne, c'est que donc déjà vous avez des objets qui ont chacun des orientations différentes. Donc quand vous avez comme ça des orientations différentes, ça veut dire que vous allez avoir une paire de points de fuite pour chacun des éléments que vous allez dessiner. Première constatation par exemple, vous voyez, on imagine bien ici que le sol ici au niveau de la portière et le mur qui en font ici, on imagine bien que ce mur va continuer de l'autre côté et que ce mur est parallèle également au haut de la porte pour que la porte justement soit le plus droit possible et qu'on puisse la refermer tout simplement. On imagine que la tablette qui est ici va suivre exactement le même chemin, d'accord ? Et ce qui signifie que toutes ces lignes que je viens de tracer ici en rouge, je vais tout simplement changer de calque voilà, pour ne pas faire de bêtises. Donc, vous voyez toutes ces lignes que je viens de tracer ici en rouge, on a ces lignes qui sont ici, voilà. Donc toutes ces lignes sont censées aller donc vers le même point de fuite. Et vous voyez que si je prolonge toutes les lignes que vous avez tracées, on a un petit souci étant donné qu'on voit que le haut de la porte possède son propre point de fuite, on voit que la tablette possède son propre point de fuite également, on voit que le bas de du mur, entre le mur et le plancher, possède son propre point de fuite. Donc vous voyez que ici on a un petit souci. Donc ce qui va devoir être fait, c'est peut-être de rectifier tout ça et de choisir un point de fuite. Et il faut se concentrer sur un des points de fuite. Soit on choisit le point de fuite numéro 1, soit le point de fuite numéro 2, soit le point de fuite numéro 3. Et qu'on calque l'ensemble du dessin sur un de ces points de fuite, soit le 1, soit le 2, soit le 3, mais pas forcément sur les 3 éléments. Et tous les points de fuite qui vont aller vers cette même direction vont simplement montrer que toutes les lignes qui vont vers cette direction sont parallèles. Et vous voyez par exemple, ça va être la même chose pour la fenêtre. Pour les éléments de la fenêtre ici, ils devront également aller vers la même direction, car ce sont un ensemble d'éléments qui sont tout simplement parallèles entre eux. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est je vais choisir le point intermédiaire, car la distance me semble intéressante. On voit que cette ligne-là est assez intéressante, ça nous permet de refermer l'image. Cette ligne est peut-être intéressante également, mais on va peut-être plutôt se focaliser sur le point numéro 2. Et à partir de ce point numéro 2, on va tracer l'ensemble des éléments dont on a besoin par rapport à ce point. Et vous allez voir que ça va transformer l'ensemble du dessin. On peut également choisir un point de vue qui est très éloigné, ça donnera un point de vue qui se rapproche un peu plus de la vision humaine, avec des points de fuite qui sont assez éloignés en dehors de la feuille. Plus on va rapprocher, plus on va déformer les éléments, et plus on va éloigner les points de fuite, plus on aura une perspective qui est un peu plus agréable, qui va respirer un peu plus. D'accord ? Donc on peut soit se positionner sur le 3, soit se positionner sur le 2. J'aurais presque envie même de vous dire de vous positionner directement sur le point de fuite du bas de la pièce, donc qui est cette ligne rouge ici, d'accord, oui, cette ligne-là, donc plutôt de vous focaliser là-dessus. D'accord. Ensuite, on aura la même chose au niveau de la table ici. Donc, vous voyez ici, vous avez la table qui possède sa propre orientation, ce qui est très très bien. Par contre, tous les éléments que vous allez positionner sur votre table, donc notamment ici, la feuille qui est posée sur la table, peut-être les éléments qui vont être positionnés sur la table également, et également la position des pieds dans l'espace, auront besoin d'aller exactement vers le même point de fuite, car c'est des éléments qui sont parallèles entre eux. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Donc on va conserver l'ouverture de la porte, qui me semble bien construite. Donc on a deux lignes qui s'évasent et qui vont vers l'extérieur. On a l'impression qu'elles vont dans la même direction. Donc pour moi ici ça fonctionne plutôt bien. Et par contre, vous voyez, c'est vraiment plus le point de fuite 1, 2 et 3, où là il va falloir faire un choix. Donc je vais masquer tout ça, je vais récupérer, hop, comme ça, je vais récupérer donc les lignes qui m'intéressent. Vous voyez, donc je vais prendre le point de fuite ici, que je vais appeler F2 par exemple, d'accord, et je vais tracer toutes mes lignes par rapport à ce point de fuite là. Et du coup, ça va me permettre, vous voyez, je vais prendre par exemple le point de balance de la porte, je vais peut-être reculer légèrement, comme ça, et je vais, à partir de ce point de balance, je vais peut-être même tracer directement comme ça sera plus simple. Vous voyez ici, hop, je vais prendre ce point de balance pour construire l'élément au niveau de la porte.
je vais également tracer quelques lignes pour m'aider ici au niveau de l'ouverture sur la fenêtre qui est ici. Je vais tracer quelques lignes qui sont ici. Le bas de la fenêtre par exemple. Hop, ici le plateau. Le bas de la porte, vous voyez ici, le bas de la porte, on aura donc le mur jaune qui doit vraiment continuer complètement de l'autre côté. Et on va devoir voir une partie de cet élément-là. On peut imaginer aussi que les éléments qui sont à l'extérieur sont alignés à ce point de fuite-là. D'accord ? Ça va être une façon de simplifier les choses. Donc je vais supprimer les anciennes lignes, comme ça, hop. Et ensuite, je vais tout de suite modifier le dessin dans ce sens pour rectifier donc, les éléments dont on a besoin. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais me remettre avec un brush, comme ceci. Et vous voyez, donc, comme je disais, on va prolonger ici au niveau du dessous de la table, comme ceci. Je vais prolonger un petit peu, je vais rajouter des couleurs un peu plus vives, comme vous avez fait ici, comme ceci. On va rectifier donc la lumière qui est ici, vous voyez, pour bien marquer la forme de la porte, qui suit cette fois-ci la perspective qui a été corrigée. Du coup, les éléments de parquet, par exemple, peuvent également suivre la position de la porte. On peut également ici imaginer qu'on a une lumière peut-être légèrement plus forte et qu'on va marquer ici l'épaisseur, donc on appelle ça le tableau dans le jargon d'architecture. Donc on va modifier ici le tableau, simplement l'épaisseur du mur qui accueille la porte. Cette épaisseur, vous voyez, on va devoir faire la même chose de ce côté-là, on va devoir continuer ce mur et montrer qu'on a un élément, on voit le dessous ici. Il faut se dire que quand on est face à un point de fuite, par exemple, je vais vous montrer comme ça, quand on a la ligne de fuite qui est ici, quand on va dessiner un objet avec une perspective, que ce soit un point de fuite, 2 points de fuite, 3 points de fuite, etc., ça fonctionne de la même façon. Hop, je vais vous montrer ici, je le fais rapidement, juste pour vous montrer, comme ça et comme ça. Vous voyez que quand on va passer un élément au-dessus de la ligne d'horizon, on va voir ce qui se passe en dessous, donc on va voir la face qui est au-dessus, celle-ci. Et quand on va passer un élément en dessous de la ligne d'horizon, on va voir ce qui se passe au-dessus. Et donc ça va être la même chose ici. Vous voyez, au niveau de la porte ici, hop, on va voir donc l'épaisseur de la porte et on va voir ce qui se passe en dessous. Voilà, donc cet élément est très très important et on va devoir le dessiner. Donc, hop, je vais placer ici. Je vais supprimer ici, je vais mettre une valeur légèrement plus foncée. Et ici, je vais mettre une valeur un tout petit peu plus foncée, un gris comme ça. Hop. Et ensuite, je vais dessiner cet élément-là. Comme ça. Je vais apporter un petit peu de couleur. On aura peut-être une ombre qui va se dessiner légèrement. Et ensuite, je vais juste marquer légèrement le creux avec une ombre un peu plus forte. Je fasse attention ici. Voilà. Je vais mettre une ombre légèrement plus forte. Voilà, pour marquer justement l'épaisseur, comme ceci. On peut imaginer ici qu'on a des couleurs un peu chaudes par exemple. Je vais mettre des couleurs un peu chaudes ici et ces couleurs vont refléter le dessous de la porte par exemple, comme ça. Voilà, ça va apporter un peu plus de vie, même si c'est un élément qui est dans l'ombre. Et ensuite, donc ici à l'intérieur de la maison, hop, ici, on va devoir trouver une couleur un peu plus intéressante, un peu plus riche. Hop, comme ça, je vais remonter légèrement les valeurs pour que ce soit un peu plus lumineux, comme ça. Et comme ça, voilà. Voilà, donc vous voyez, j'ai simplement rectifié la perspective, comme ceci. Donc au niveau de la tablette qui est ici, vous voyez que, hop, comme ça, on peut bien repositionner cette tablette. Idem de ce côté-là, rajouter une petite ombre comme vous avez fait ici. Voilà, donc juste histoire de rectifier un peu cette perspective-là. On va modifier également au niveau de la fenêtre, vous voyez tous les montants de fenêtre, tous les éléments de fenêtre, on peut donc les modifier également pour suivre ce point de fuite qu'on a trouvé, ce nouveau point de fuite.
voyez ici en transparence avec les éléments que vous avez commencé à dessiner ici. Hop, on va modifier également et on va profiter pour effacer les éléments qui sont en arrière. Et vous voyez ici, on a également un problème de perspective, donc ça veut dire que ici vous êtes censé suivre cette perspective là. Donc on va devoir comme ça rectifier et vraiment aller dans cette direction vers le point de fuite à chaque fois. Voilà. Donc ici on est pas mal, on a modifié au niveau du sol, on va peut-être modifier également au niveau du sol, ici on va rapporter une valeur légèrement plus lumineuse pour faire une distinction entre le mur et le sol qui se trouve en arrière, et comme ceci. Vous voyez, ça me permet de rectifier au niveau de l'entrée ici, et je vois que vous avez une sorte de marquage sol différent, une sorte de béton, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais voilà, je vais juste modifier cet élément-là. Donc voilà, donc vous voyez juste en modifiant ça, on essaye de rattraper les éléments de perspective qui bug un petit peu, et on se focalise sur un seul et unique point de fuite que j'ai choisi ici, qui est le point de fuite F2, d'accord? Donc ça va modifier déjà la pièce que vous êtes en train de dessiner. Ensuite, deuxième point, c'était donc les lignes qui vont dans l'autre direction ici. Donc, vous voyez au niveau de la table par exemple, alors si je viens au-dessus, comme ça, voilà, je vais reprendre cette ligne là. Vous voyez, vous avez une ligne comme ça qui part vers un point de fuite qui est ici, d'accord? Donc ça veut dire que tous les éléments de la table que vous avez dessinés ici vont devoir suivre ces directions là, comme ceci et comme ceci. Donc quand vous allez placer et dessiner votre table, donc on va avoir les points de fuite qui sont comme ça dans l'autre direction. Vous voyez ici, on va devoir aller également vers un point de fuite. Donc c'est comme si vous aviez un point de fuite ici qui va aller très très loin. On a toujours une paire de points de fuite pour des objets qui sont perpendiculaires, et on va aller chercher un deuxième point de fuite qui est très très loin à droite, comme ça. Hop, comme ceci. Qui va vraiment s'éloigner complètement et qui sont censés se rapprocher légèrement. D'accord? Vous voyez que ces deux lignes sont censées se rapprocher légèrement au fur et à mesure jusqu'à tomber sur la ligne d'horizon qui va vraiment être extrêmement éloignée vers la droite ici. Donc ça va modifier un petit peu le comportement et le dessin de votre table. Et ensuite également, donc au niveau des pieds, vous allez devoir placer le pied qui est en arrière ici. Vous allez devoir placer peut-être même légèrement décalé comme ça. Voilà, ici et ici. Vous allez devoir placer le deuxième pied qui est ici. Et au niveau du sol, donc là vous voyez, on ne voit pas ce qui se passe, mais au niveau du sol, si on va plus loin, on va devoir comme ça aligner le positionnement des pieds en fonction de ce point de fuite là qu'on peut appeler F4 par exemple. Donc je mets des noms un peu au hasard, mais c'est vraiment juste pour vous montrer. Et ça va placer les éléments. Et idem, quand vous allez placer la chaise, si la chaise est parallèle à cette table, par exemple, donc quand vous allez dessiner cette chaise, vous allez devoir savoir exactement où se situe cette chaise vis-à-vis de la table. Et si elle est légèrement en dessous, ça veut dire que votre table va devoir s'avancer un peu, comme ça, et suivre également ce point de fuite F4. Donc on va devoir aller vers ce point de fuite F4. Et vous voyez, le dossier aura tendance à se placer plutôt ici, comme ceci. D'accord? Donc ce que je vais faire dans ce cas-là, c'est que je vais juste récupérer donc le dossier que vous avez dessiné ici. Je vais supprimer cette partie. Hop. Comme ça. Et ensuite, donc, je vais tout descendre. Je vais faire une copie comme ça. Et je vais tout descendre. Hop, ici, vous voyez, pour coller exactement au dessin, à la perspective qu'on vient de dessiner. Vous voyez que votre dossier, vous allez devoir effacer une partie par rapport à la table, comme ceci, et effacer également ce qui se situe en arrière-plan, comme ceci. Et deuxième point, c'est que du coup, au niveau du dossier, on va devoir dessiner la position du dossier comme ça, de l'assise, ici. Je vais changer de proche, comme ceci, je vais mettre quelques variations comme vous avez fait ici. Voilà, juste pour donner un effet un peu pastel, hop, comme ceci. Et ensuite, vous allez avoir les pieds de la chaise qui vont partir dans ce sens-là. Donc, ce qui fait que vous allez devoir effacer ici, hop, ici. Vous allez devoir montrer donc, le pied qui se situe en arrière également. Et vous allez devoir masquer donc, les parties qui sont ici. Et voilà. Hop, le dossier est peut-être un petit peu trop haut. Je vais peut-être remonter tout ça, comme ceci, et je vais juste remonter tous ces éléments-là.
Et voilà. Au niveau de votre document ici, ça va être la même chose, donc on va essayer de marquer un petit peu la direction vers F4 sur le document, et on va également rectifier par rapport au deuxième point de fuite, vous voyez celui qu'on a mis à l'extérieur ici, on va juste rectifier la position de la table, donc je vais remettre ici une valeur un peu plus sombre, hop, comme ça, et je vais bien replacer donc la position de la table par rapport à la perspective ici, et ici. Voilà, donc ça c'est les premiers points que je modifie. Alors je vais effacer tout ça, voilà. Donc vous voyez ici, si je fais un avant-après, vous voyez, ça me permet de repositionner les éléments dans l'espace. Je vais faire attention de bien replacer le pied, par exemple, ici. Hop, comme ça. Je vais donc devoir effacer ces éléments. Comme ceci. Et le pied qui est ici, il est plutôt pas mal, donc je vais conserver tel quel. Ensuite, au niveau de la perspective, je pense qu'on est pas mal. Au niveau de la porte, ça fonctionne plutôt bien. Peut-être juste tracer quelques lignes, vous voyez ici, tracer quelques lignes au niveau du sol et du parquet ici. Donc ça pourrait être intéressant comme ça, d'utiliser des ombres assez chaleureuses comme vous avez fait ici. Utiliser des couleurs un peu chaleureuses, légèrement plus sombres que les couleurs de base, peut-être pas aussi lumineux. Ouais, là ici on est pas mal, et du coup vous voyez je vais essayer de suivre, je vais choisir comme ça un autre brush pour vous montrer, et ce que je peux faire, vous voyez, c'est suivre au niveau de la perspective, comme ça. Alors peut-être plutôt ici, voilà, suivre la perspective, F2, vous voyez, en suivant la perspective au niveau de votre trait, vous allez tracer donc le parquet au sol. Et du coup, vous voyez que en traçant uniquement donc, les éléments du parquet avec ce même point de fuite F2, vous voyez, en allant exactement dans la même direction pour montrer que tous ces éléments sont parallèles entre eux, et que automatiquement ça va redonner un petit peu plus de vie à votre pièce, comme ça, et ça va vraiment montrer l'espace, donner de la profondeur à votre dessin, d'accord? Donc voilà, et ce que je peux faire également ici, c'est peut-être de ce côté-là, je vais tout simplement renforcer les ombres du parquet ici. Voilà, je vais juste renforcer pour l'élément qui est derrière la porte, je vais masquer ces éléments-là, comme ceci. Je vais effacer donc les petites lignes comme ça. Donc vous voyez ici, rien ne vous empêche par exemple de prendre une règle, de placer juste au-dessus de votre dessin, et puis d'essayer comme ça de représenter ces lignes dans les bonnes directions. Car vous voyez que là vous avez tracé donc des lignes au sol. Donc je vais mettre la bonne couleur ici, si j'arrive, voilà, comme ça. Vous voyez, vous avez tracé des petites lignes au sol qui malheureusement donnent des fausses informations au niveau de la direction, ce qui fait que ça porte à confusion au niveau de la perspective, et c'est un petit peu dommage sur la compréhension de votre dessin, comme ça. Donc là, en traçant juste ces quelques lignes, vous pouvez également tracer la perpendiculaire en allant comme ça vers la seconde direction, qui peut être représentée par ce mur-là, d'accord? Vous allez chercher également la ligne d'horizon ici, et à partir de cette seconde direction, vous allez comme ça tracer ici des éléments au niveau du parquet pour montrer que les éléments se chevauchent, par exemple. D'accord? Donc là, bien entendu, il faut placer ces éléments en fonction de votre référence photo, bien entendu. Ici, hop, et puis on peut le faire également de ce côté-là. Je vais juste renforcer un petit peu les ombres sous la table, ici, comme ça. Et comme ça. Voilà, mais vous voyez que dans l'idée, le but, ça va être tout simplement de modifier au niveau de la forme des éléments. Je vais tout remettre sur un même calque. Vous voyez qu'au niveau des traits, comme on a une perspective qui est un peu fausse au niveau des coups de pastel que vous avez mis, du coup ça porte un petit peu à confusion. Donc là, il faut essayer de ramener ces éléments-là avec une perspective cohérente. Vous voyez, si je vous montre légèrement ici avec un avant-après, vous voyez, en modifiant ces quelques éléments, tout de suite, ça va donner
plus de profondeur à la pièce et ça va apporter un peu de précision en plus. D'accord? Dernier point maintenant, ce serait concernant les couleurs et surtout les ombres et les lumières. Un petit peu comme ce qu'on avait vu sur votre ancien dessin, Corinne, donc sur la vidéo précédente. Je trouve que au niveau des couleurs, vous avez tendance à rester dans une gamme colorée complète, sans forcément apporter suffisamment de contraste entre les parties qui sont dans l'ombre et les parties qui sont dans la lumière. Je m'explique. Imaginons que vous ayez, je vais me mettre à côté comme ça, imaginez, on va prendre l'exemple de la porte par exemple, comme ça. Imaginons que vous ayez comme ça une sphère que vous allez colorer en bleu. En fait, il faut vous dire que on a l'impression, donc si je prends par exemple les parties qui sont un petit peu dans l'ombre ici, on a l'impression que vous traitez donc justement cette sphère de manière complètement similaire, que ce soit dans les parties qui sont dans l'ombre comme les parties qui sont dans la lumière. Donc par exemple, vous voyez ici, vous allez avoir des légères variations au niveau des ombres et de la lumière. C'est la même chose par exemple au niveau du parquet ici, on voit que vous avez quand même une petite ombre en arrière de la porte par exemple. On voit que vous avez essayé de mettre une ombre également au niveau gauche ici de votre dessin. Par contre, vous voyez que si on se focalise uniquement sur la porte, on voit qu'on a très peu de jeu d'ombre et de lumière, ce qui fait qu'on a l'impression que l'élément est relativement plat. Alors, à titre d'exemple, si je fais donc un second cercle ici, pour illustrer mes propos et pour vous faire comprendre ce que j'essaie de vous dire, il faut imaginer que quand on va ajouter les ombres sur un élément ici, je vais essayer d'assombrir beaucoup plus, comme ça. Vous voyez, je vais essayer d'assombrir beaucoup plus au niveau des ombres. Et ensuite, au niveau des lumières, donc ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer d'éclairer beaucoup plus également. Vous voyez, je vais essayer comme ça d'aller beaucoup plus loin au niveau des ombres et beaucoup plus loin au niveau des lumières. Et de cette façon-là, vous voyez, en ajoutant un peu plus de contraste et un peu plus de jeu de valeur. Quand je dis jeu de valeur, par exemple, il faut imaginer que, comme ça, on a des valeurs qui vont se dégrader au fur et à mesure jusqu'à arriver au niveau des ombres. Vous voyez qu'on a un changement de luminosité en termes de couleur, on a un changement de luminosité qui nous montre que l'objet possède bien une rondeur, possède bien une certaine forme et qui va obtenir du volume. De votre côté, vous voyez, si je prends les valeurs que vous avez utilisées, comme ça, et comme ça, vous voyez que la variation en termes de valeur est vraiment très courte. Donc vous avez une gamme de valeurs de bleu ici, une gamme de luminosité de bleu qui est vraiment très très courte. Et le problème de traiter tout votre dessin de cette façon-là, c'est que ça va rendre votre élément beaucoup plus plat. Donc on ne voit pas forcément très bien ici, mais si je mets un petit peu de distance entre ces deux objets, vous voyez, si je mets un petit peu de distance ici, comme ça, on voit bien que l'objet qui est ici à gauche, il a l'air beaucoup plus plat que l'objet ici qui est plus contrasté et qui possède donc un jeu de valeurs plus intéressant. Et on peut même aller encore plus loin, rajouter donc des valeurs supplémentaires en termes de lumière, donc notamment ce que j'appelle les highlights. Donc, vous voyez que ça va rajouter une couche de rondeur supplémentaire et ça va donner l'impression que l'objet possède un certain volume. Et au contraire, si on a un jeu de valeurs qui est trop court, on aura l'impression que l'élément est trop plat. Et c'est un peu la même chose c'est un peu la même remarque que j'avais donnée dans la vidéo précédente avec votre paysage, c'est que on a l'impression que vous ne dessinez pas réellement les ombres et que vous apportez vraiment une valeur trop légère par rapport à ce que c'est. Voilà, donc ici au niveau de la porte, ça va pas donner beaucoup de différence. La seule chose que ça peut éventuellement faire, c'est ici une ombre sur le haut de la porte ici. Vous voyez, ça va créer peut-être un bleu qui va être un peu plus sombre sur les parties ici qui vont être éclairées, notamment comme ça. On aura une ombre. Vous voyez, je vais juste donner une petite épaisseur, c'est exactement l'épaisseur que vous avez fait ici à gauche, par exemple, à droite, pardon. Hop, comme ça. Je vais donner une petite épaisseur ici également.
Je vais travailler donc sur la valeur ici, la valeur du bleu, que je vais conserver comme ça et comme ça. Voilà. Et de l'autre côté, vous voyez, je vais essayer de renforcer la valeur de la lumière. Donc, je vais essayer de donner comme ça un bleu qui va être plus éclairé, plus lumineux, quand celui-ci va passer dans une partie qui est éclairée. D'accord? Vous voyez, ça va apporter un petit jeu plus intéressant en termes de lumière et en termes de luminosité, en termes de couleur. Voilà. Voilà, et rien ne m'empêche ici de dégrader au fur et à mesure, comme ça. Donc plus on se rapproche de l'entrée, plus on aura des lumières fortes, et plus on va s'écarter de l'entrée, plus le bleu aura tendance à se colorer davantage et à s'assombrir davantage. Donc par exemple le bleu qui est ici, on peut imaginer qu'il aura tendance à se colorer un petit peu en orange, étant donné qu'on a la pièce qui est orangée. Et donc je peux juste mettre ici, par exemple au pastel, vous pouvez juste mélanger une légère touche de marron par exemple, et je peux même colorer davantage ce marron là. Voilà, je vais me contenter de ça pour l'instant, et je vais augmenter un petit peu la valeur des ombres ici. Hop, ici on passe sous la ligne d'horizon, donc on va essayer comme ça d'apporter une toute petite ombre ici. On va augmenter la valeur de l'ombre ici, et on va apporter également de l'ombre en dessous. Comme ceci, d'accord? Vous voyez que déjà juste en faisant ça, on va apporter une variété au niveau du rendu. On va essayer de faire en sorte que qu'on ait un peu plus de volume, comme ceci, et dans le même temps, on va donc récupérer la perspective et donc modifier ces éléments-là. Idem ici, vous voyez par exemple, vous avez l'ouverture ici, la fenêtre, qui va être plutôt dans l'ombre, donc étant donné qu'elle fait, on a un effet de contre-jour vis-à-vis de l'extérieur, donc ça veut dire que cette fenêtre aura plutôt tendance à être assez sombre, voilà, et plutôt éclairée en partie basse. Donc on aura comme ça quelques éléments sombres qui vont se dessiner ici par exemple. Comme ceci, la même chose au-dessus, ici. Et la même chose pour la porte de ce côté-là. Vous voyez que de cette façon-là, vous allez créer un contraste avec l'extérieur et vraiment créer une belle différence avec l'extérieur. Voilà. Et puis j'aurais peut-être juste au niveau du ciel, peut-être remonter un petit peu, saturer un peu plus le bleu du fond. Oui, j'aurais peut-être juste saturé un petit peu, surtout en partie haute ici. Ça aurait permis, ça pourrait éventuellement permettre d'augmenter les contrastes, surtout au niveau des nuages qui sont au fond. Et je peux accentuer donc les lumières sur les nuages qui sont au fond ici. Comme ceci. Et également éviter donc les contours un peu bruns, un peu sombres comme vous avez fait ici. On va essayer de préférer donc peut-être des gris colorés dans les tons un peu bleutés, des ombres qui vont se bleuter légèrement sur les voiles des bateaux par exemple, ou directement sur la falaise. Ici également, donc bien réfléchir à la façon dont les ombres vont se placer sur les bâtiments. Vous voyez peut-être que cette façade-là, elle mériterait d'être plutôt dans l'ombre. Qu'on aurait une ombre comme ça qui va se projeter sur le côté du bâtiment, hop, comme ceci. Peut-être un reflet un peu plus important sur l'eau ici, avec un bleu qui va être légèrement plus profond. Et ce bleu profond sera peut-être plus important au second plan et moins important avec la distance. Voilà. Et vous voyez que de cette façon-là, si vous augmentez légèrement le bleu, la puissance du bleu, donc ça va assombrir un tout petit peu le fond et le bleu de la mer, et ça mettra davantage en valeur votre premier plan ici et le muret qui est à l'extérieur de la maison. Comme ceci.
Voilà, et éventuellement augmenter les contrastes ici. Hop. Assombrir un tout petit peu en arrière. Voilà. Donner des couleurs un peu plus chaleureuses sur les reflets au niveau du vase, par exemple. Assombrir légèrement les ombres. Par endroits, vous voyez comme ça, en faisant en sorte que les ombres soient légèrement plus sombres, ça va apporter davantage de contraste. Et idem ici dans le bouquet, vous voyez, on a peut-être envie de voir certaines zones qui sont dans des creux et des coins où on va placer donc des ombres, ce que j'appelle les ombres d'occlusion. C'est des ombres très très sombres qui vont se nicher entre les fleurs par exemple. Voilà. Vous voyez que tout de suite ça va relever un petit peu le bouquet. On aura peut-être envie également de placer quelques lumières sur les pétales qui sont le plus à droite, le plus à gauche pardon, du bouquet et qui vont recevoir la lumière directe. Alors que de l'autre côté, on a l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on a les pétales qui vont plutôt être dans l'ombre. Et on aura donc des ombres qui vont se créer de l'autre côté. D'accord ? Vous voyez, j'essaye de ne pas trop dénaturer les couleurs que vous avez utilisées, mais dans l'idée, voilà, l'objectif, c'est d'essayer d'augmenter un petit peu ces contrastes-là. D'accord ? Donc voilà mes différentes remarques. Donc surtout la première remarque, c'est surtout la perspective. Donc il faut vraiment faire très attention à la perspective. Deuxième remarque, faites très attention surtout aux ombres et aux lumières, d'accord? Donc il faut vraiment faire un contraste suffisamment fort entre les ombres et la lumière pour qu'on puisse voir ce qui se passe et qu'on n'ait pas un dessin qui nous paraisse tout plat. Donc voilà, c'est les deux éléments surtout les plus importants à respecter pour relever un peu vos dessins. Voilà, donc c'est des remarques qui reviennent à chaque fois sur vos dessins, donc je pense que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez largement travailler pour éviter justement de rencontrer à nouveau ces différents problèmes. D'accord ? Donc hop, je vais vous montrer un avant-après. Deuxième réalisation maintenant, il s'agit d'une création de Mathieu. Donc là, on change un petit peu de contexte car c'est une réalisation qui a été faite sur un mur à la bombe. La difficulté ici, c'est que l'utilisation de la bombe impose donc, j'imagine en termes de couleur, impose peut-être des choix qu'on est obligé de faire sur certaines réalisations, donc ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, donc ce qu'on va voir ici dans un premier temps, c'est plutôt le dessin même de la tortue. Donc voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et puis voir quelques petites astuces, notamment pour améliorer la couleur des ombres notamment. Donc c'est parti. Donc première chose qui moi m'interpelle un petit peu, c'est plus sur le dessin même de la tortue au niveau des proportions. Donc ici j'aurais peut-être vu un petit décaissé ici pour montrer qu'on a vraiment la fin de la carapace ici, d'accord, et ensuite donc la tête vraiment qui va ressortir. Donc on aura cet élément là. Ensuite ici au niveau de la carapace c'est plutôt pas mal. Ici également c'est plutôt pas mal, donc généralement on a une sorte de forme qui va se courber un petit peu depuis le dessus de la tête ici, d'accord, et qui va se courber comme ça, qui va revenir ici en arrière, et ensuite on aura un emplacement également pour la patte arrière ici. Donc on ressent plutôt bien cette forme là. On a peut-être des éléments qui ont tendance à ressortir un petit peu, notamment je vois c'est le bout de la coquille qui est ici. J'aurais peut-être pas fait ressortir cet élément autant, et puis j'aurais peut-être davantage marqué la séparation entre le haut de la carapace et puis le dessous de la carapace. Mais voilà, on va revenir un petit peu là-dessus plus tard quand on va parler des couleurs, des ombres et de la lumière. Et ensuite, autre point, ce serait plus sur la position des jambes, enfin des pattes, pardon.
Donc ici, au niveau des pattes, j'aurais peut-être vu la dimension de la carapace, j'aurais peut-être fait des pattes un petit peu plus grosses. Donc on voit bien ici, je vous mets une référence à l'écran, mais on voit bien ici que la forme de la patte avant est assez importante. On a une espèce de forme un petit peu arrondie comme ça, avec donc les griffes qui vont être en dessous ici, d'accord, et qui vont se poser au niveau du sol, mais on a une forme qui est un petit peu en S comme ça, ou en C on va dire, et qui va revenir sous la carapace ici, hop, comme ceci, d'accord. Et par rapport à la dimension de la carapace, j'aurais peut-être juste augmenté un petit peu la dimension de la patte, et idem ici, sachant que la patte arrière, on aura plutôt tendance à faire une orientation plutôt en arrière comme ça. Donc on a la tortue qui va s'avancer un petit peu de cette façon-là. Deuxième point, ce serait plus au niveau du positionnement des pattes qu'on ne voit pas ou qu'on pourrait voir justement. Donc on aurait peut-être envie de voir soit ici une patte qui va s'avancer un peu plus, donc à voir comment on peut la représenter. Par exemple, cette patte peut être représentée ici, et puis on peut imaginer qu'on voit en arrière un petit bout de la deuxième patte qui va avancer un petit peu. Ça va créer un jeu de profondeur avec les différentes pattes de la tortue, et puis ça peut permettre de créer justement un peu plus de vie et donner un aspect un peu moins rigide à la tortue en elle-même, d'accord. Dernier point, ce serait éventuellement plutôt sur la dimension de la tête. Donc normalement au niveau des tortues, on a une sorte de membrane comme ça qui vient se coller sur le haut de la carapace, d'accord. Donc on a à l'intérieur de la carapace comme ça, on a une membrane qui vient se coller comme ça au niveau de la tête, et puis donc on a la tête qui doit commencer justement au niveau de la carapace qui est en dessous, d'accord. Donc on a le dessous de la carapace comme ça, et on a normalement donc la carapace qui va se terminer ici, et puis on a la tête comme ça qui va commencer à l'intérieur et qui va remonter. Donc ce qui fait que ici on a l'impression que la tête est peut-être un peu grande, hop, comme ça, et sinon après en termes de forme on est plutôt pas mal sur le dessin de la tête justement. Donc ce que je peux faire, c'est déjà peut-être modifier les éléments que je viens de citer. Donc pour ça, je vais créer un deuxième calque ici, je vais essayer de reprendre donc ici les éléments que vous avez représentés ici, Mathieu. Donc je vais juste augmenter un petit peu la taille de la patte avant. Ici, je vais juste l'augmenter un petit peu. Je vais repositionner donc la patte arrière ici. Je vais la copier, hop, comme ça. Et puis je vais la déplacer également ici. Et puis je vais l'agrandir un petit peu également, comme ceci. Voilà. Et la retravailler légèrement. Donc là, je vais juste placer comme ça quelques touches un peu sombres. Placer donc le fond ici en arrière. Et puis hop, une petite couleur pour faire la différence. Et ensuite, donc par exemple au niveau de la patte arrière, alors on va faire ça, hop, comme ça. Donc voilà, au niveau de la patte arrière, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est, vous voyez, juste ici signifier qu'on a une patte qui est en arrière, on a une ombre, on ne voit pas forcément bien ce qui se passe, mais juste signifier comme ça qu'on a une ombre en arrière-plan, pour nous montrer que voilà, les pattes ne sont pas spécialement alignées, ça va donner un peu plus de naturel et de vie hop, à la carapace de la tortue. Et enfin, donc dernier point ici, c'est modification de la tête. Donc du coup, je vais juste reprendre ce que vous avez fait. Je vais ici rétrécir un tout petit peu, d'accord. Je vais remonter un tout petit peu ici, comme ceci. Là, on est plutôt pas mal. Je vais remodifier légèrement la partie blanche. Replacer quelques ombres. Comme ça, et comme je disais ici, donc je vais au niveau de la carapace, comme ça je vais vraiment bien marquer la différence et l'espèce de membrane comme ça qui passe vraiment sous la carapace, d'accord. Donc hop, si je fusionne tout ça et que j'enlève donc les marques que j'ai réalisées, vous voyez ici
une petite différence. Donc ça va juste remettre les proportions un petit peu plus harmonieuses et plus respectueuses donc des proportions d'une vraie tortue. Donc ça va, hop, comme ça, nous permettre de rectifier ces éléments-là. D'accord? Donc voilà pour ce premier point. Deuxième point, donc au niveau de dessous de la carapace, ça aurait pu être intéressant de jouer avec des couleurs un peu chaudes pour les ombres. Donc c'est pour ça que j'ai pas forcément modifié tout de suite ici. Vous voyez la forme, on avait vu tout à l'heure. On a cette forme qu'on va rétrécir encore un tout petit peu ici. Voilà. Rétrécir un petit peu. Donc vous avez fait un contour un peu foncé, légèrement presque noir ici. Donc ça c'est pas gênant. Donc c'est souvent donc, quand on va réaliser donc des peintures à la baume, on va avoir tendance comme ça à marquer les contours en noir, ce qui est très bien. Rien ne vous empêche par exemple de marquer juste quelques lignes comme ça pour montrer le dessous de la carapace. Bien souvent le dessous aura tendance à être un peu plus plat, moins bosselé par rapport à ce que vous avez fait ici. Donc je vais juste remettre tout ça légèrement plus plat, sans forcément tout détruire, mais voilà, juste aplatir légèrement, vous voyez, par rapport à ce que vous avez fait au-dessus, comme ça. Voilà, et ce que je peux faire, comme je le disais, c'est peut-être travailler au niveau des ombres, au lieu d'avoir, alors je vais vous montrer ici, donc admettons qu'on a, je vais prendre cette couleur qui est là, voilà. Au lieu d'avoir des ombres qui vont rester complètement foncées comme ça, on a les parties qui sont vertes au niveau de la carapace ici, d'accord, vous avez fait des dégradés de vert qui sont assez riches, très intéressants comme ça. Hop, ici, et puis une couleur un peu plus jaune au niveau des lumières, donc ça fonctionne assez bien, comme ça. Mais vous voyez que au niveau des ombres, vous restez sur une ombre qui est très grise, qui est quasiment bleutée, quasiment noire. Donc il aurait été intéressant par exemple de jouer sur des couleurs plus chaudes par exemple. Au niveau du sol, pourquoi des couleurs chaudes? Parce que au niveau du sol ici, on a des réflexions, c'est-à-dire on a la lumière qui va taper sur le gazon qui est au sol par exemple, et qui va refléter sur le dessous de la carapace. On peut imaginer que c'est un sol qui est entre un sol avec un peu de terre et un peu de gazon par exemple. Donc on aura un sol qui est entre des couleurs vertes et des couleurs un peu rouges. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de faire des ombres qui sont très uniformes comme ça, on va plutôt essayer d'apporter une touche un peu ocre. Ici par exemple, on peut avoir des ombres qui sont un peu ocre. Voilà, vous voyez, ça va rapporter un peu de vie au niveau de la couleur des ombres. Et ça va également créer une sorte de réflexion lumineuse. Donc c'est-à-dire qu'on a la lumière qui va taper et qui va refléter comme ça sur le sol, comme ça, et qui va hop, rebondir et tomber sur le dessous de la carapace. Et vous voyez que du coup, de cette façon-là, ça va vous donner comme ça un dessous de la carapace qui va être moins uniforme. Comme ceci. Rien ne vous empêche après de marquer ici la différence, de créer donc quelques liserés comme ça en dessous, et ensuite de créer un peu de profondeur ici au lieu d'utiliser un gris qui va être complètement sombre. Rien ne nous empêche par exemple d'utiliser un gris qui est légèrement plus lumineux, qui peut tomber légèrement dans les tons un peu bleutés, comme ça, d'accord. Idem de ce côté-là, et ici au niveau de la patte qui est en avant. Donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer vraiment le contour de la carapace ici, on va marquer le contour de cette carapace là, comme ça. On va marquer le contour de la patte, des pattes avant et des pattes arrière. Ici on va marquer le contour. Ça va permettre en fait de passer le contour vraiment au premier plan, ici, donc de passer vraiment cette patte au premier plan, et celle-ci également. Voilà, et d'avoir au second plan donc les pattes arrière, les pattes avant, donc qui vont passer au second plan et qui vont justement créer une sorte de distance, d'accord. Vous voyez que tout de suite ça va créer une sorte de distance. On peut également accentuer les contours comme ça, hop, avec une valeur, avec une couleur noire par exemple. Comme ça, on peut faire la même chose au niveau de la tête ici par exemple, avec peut-être une ligne légèrement plus fine.
Et voilà, d'accord. Autre point, ce serait également donc concernant les ombres. Donc là, on a les ombres qui sont sous la carapace. On peut imaginer le même principe avec les ombres qui sont sur au-dessus de la carapace. Donc il faut imaginer que bien souvent on a le ciel comme ça qui va refléter. Alors, je vais juste me mettre sur un calque différent. Voilà. Donc on a le ciel qui va venir réfléchir et refléter sur la carapace, ce qui aura tendance à colorer les ombres plutôt en bleu. Donc vous voyez ici par exemple, je peux me dire que voilà, j'ai donc les ombres qui vont se colorer un petit peu en bleu. Je vais assombrir un petit peu comme ça. Donc on va avoir des ombres qui ne sont pas forcément hyper bleutées. Et on va essayer de saturer un petit peu ces ombres là. Et vous voyez que là encore, au lieu d'avoir des ombres qui sont un peu trop grises, ça va nous permettre d'apporter une richesse également à ces ombres là. Vous voyez ici toutes les ombres que vous avez mis ici plutôt à droite, comme ça. Idem de ce côté là. Donc ici on a presque envie de mettre tous ces éléments là dans l'ombre. On peut imaginer des ombres ici de ce côté là. Et comme ça. Vous voyez, ça va. La première chose que ça va faire, c'est que ça va enrichir la qualité de vos couleurs. Vous voyez, ça évite d'avoir des ombres qui sont beaucoup trop sombres. Ça va enrichir vraiment la qualité de vos ombres et la couleur de vos ombres. Et ensuite, une fois que vous avez ça, rien ne vous empêche de revenir travailler un petit peu les zones qui sont dans les interstices, donc ce que moi j'appelle les ombres d'occlusion. Donc là, on peut rajouter des bleus qui vont être assez sombres, par exemple, ou directement travailler sur du noir, par exemple, mais voilà. Donc le but, ça va être de marquer le dessin de la carapace comme ceci et comme ceci. Voilà. Il faut imaginer également quand vous peignez une surface qui a une texture comme ça qui est assez imposante, assez importante, ce que vous pouvez faire également, c'est travailler l'élément dans son ensemble. Ça veut dire que ici, donc par exemple, si vous prenez donc la forme de la carapace, j'imagine comme ça, hop, on a la carapace qui est comme ça, d'accord. Donc là, ce que je vais faire, c'est que donc, je vais peut-être placer un vert sur l'ensemble pour commencer. Voilà. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler donc sur la position des ombres de manière générale, d'accord. Je vais dessiner donc les ombres de manière générale sur l'ensemble de la carapace. Voilà. Travailler ensuite sur les relations entre l'ombre et la lumière, donc les dégradés qui vont se faire. On peut imaginer ici qu'on va ajouter une lumière un peu plus chaude, comme ce que vous avez fait, comme ça, et puis une lumière qui va vraiment descendre comme ça vers les tons très chauds. D'accord. Donc vous voyez, je travaille d'abord donc la carapace dans son ensemble, le volume de la carapace dans son ensemble. Je peux même ajouter tout de suite les zones qui vont être des bleus, les bleus réfléchis du ciel, par exemple. Je peux même augmenter légèrement la couleur pour les parties qui sont ici, d'ailleurs. Hop, comme ça. Et le ciel est également assez lumineux, comme ceci. Et je peux rajouter également ici la même chose. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, là, je vais travailler de manière plus locale, en travaillant justement sur les formes. Donc les formes de la carapace, notamment ici. Hop, on peut imaginer que voilà, on a les formes de la carapace comme ça. Je vais dessiner d'abord donc les différentes formes. Comme ça. Voilà, on peut imaginer comme ça. Et ensuite, vous voyez, sur ces formes-là, je vais venir retravailler de manière plus locale sur des ombres. Donc sur les endroits où j'ai des ombres un peu plus fortes. Vous voyez par exemple ici, idem ici, hop, comme ça également. Je vais avoir quelques ombres ici. Je peux voir donc, des lumières sur certaines parties, donc notamment ici on a quelques lumières. On va avoir des lumières un peu plus fortes également ici. On peut avoir des ombres qui vont être plus fortes dans les creux et dans les coins.
comme ça. On va retravailler également sur les lumières, sur les parties de la carapace qui vont récupérer donc la lumière principale. Comme ceci. Et de ce côté-là, on va augmenter donc la luminosité des éléments. Comme ceci, d'accord? Donc le but, ça va être de travailler d'abord d'une façon générale et ensuite uniquement à la fin, donc venir retravailler sur les ombres de chaque élément de manière dissociée. Pourquoi faire ça? Pour éviter de perdre en termes de rondeur quand on va peindre. Vous voyez que ça va vraiment éviter d'avoir un dessin qui peut paraître tout plat et ça va apporter, comme je disais, une certaine rondeur complémentaire au niveau de l'image. D'accord? Alors ensuite, je peux supprimer cet élément-là. Voilà. J'aurais peut-être également mis une ombre ici au niveau de la végétation. D'accord? Comme ça. De ce côté-là, une petite ombre ici, bien marquée comme vous avez fait ici. Donc une lumière sur ces parties qui sont là. Et puis peut-être trouver un moyen d'avoir un peu de profondeur pour les éléments de végétation. Là, on voit qu'ils sont tous les deux sur le même plan. Peut-être que ça aurait été intéressant d'avoir des couleurs un peu moins fortes pour celui-ci, pour créer une sorte de distance. Hop, comme ça, vous voyez, ça aurait pu créer une sorte de distance, de donner une sorte d'effet de profondeur. Donc voilà, et après sinon le reste est pas mal. Donc au niveau du blanc, donc c'est intéressant d'avoir mis un fond blanc ici étant donné que les éléments sont assez lumineux. Ça vous permet de détacher vachement la tortue et voilà, d'accord. Donc un petit effet avant-après pour vous montrer. Donc vous voyez au niveau des valeurs, on n'a pas changé grand chose. J'ai juste ici modifié vraiment la rondeur de l'élément ici et en important donc les reflets du ciel. J'ai retravaillé vraiment sur les proportions donc de la tortue en elle-même. Il faut bien faire attention au dessin même que vous réalisez. Et ensuite, donc vraiment travailler sur des petites notions donc, de réflexion, donc les reflets, se demander où est-ce que les éléments arrivent, où est-ce que les éléments n'arrivent pas justement. Et voilà. Troisième et dernier dessin, il s'agit ici d'un tableau réalisé par Enguerrand. Désolé pour la prononciation. Donc ici, il s'agit donc d'une peinture un peu abstraite et en même temps on a un effet quand même figuratif, puisqu'on voit qu'on reconnaît des sortes de taxis, on reconnaît une sorte de ville, et puis donc un ciel qui est plutôt à la tombée de la nuit, et puis la lune, j'imagine, en fond. Donc la première chose ici, c'est que l'image me paraît un peu terne, donc voilà, j'imagine que c'est peut-être la photographie. Je vais juste remonter peut-être l'image légèrement. Voilà, comme ceci. Donc ce qu'on peut faire ici, déjà, comme il s'agit d'un paysage, donc la première chose, c'est peut-être de vérifier par rapport à la perspective. Donc c'est peut-être d'ailleurs une des remarques que j'aurais pu faire, c'est que on voit bien qu'on a des sortes de véhicules qui sont à différents endroits dans l'espace. Cependant, ce qui est peut-être un petit peu dommage, c'est que on ne ressent pas très bien la perspective ici. La perspective atmosphérique fonctionne bien, étant donné qu'on a des formes comme ça, avec des valeurs un peu plus lumineuses en fond, et on voit bien qu'on a un détachement en termes de distance, on a vraiment cette impression de profondeur à ce niveau-là, donc ça fonctionne bien. Par contre, au niveau des voitures, on a peut-être un jeu de perspective à respecter. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Si je viens tracer par exemple la ligne d'horizon qui se situe ici, donc étant donné qu'ici on a vraiment le traitement d'une ligne comme ça sur votre dessin, donc ce qui fait que on ne peut que mettre la ligne d'horizon à ce niveau-là. Donc bien entendu, il faut faire très attention à ça.
Si vous voulez mettre la ligne d'horizon de manière un peu plus haute, c'est-à-dire à la hauteur réelle par rapport au taxi par exemple, donc il faudra bien faire attention de savoir où vous allez placer les éléments de votre décor. Donc je vous dis ça par exemple, si vous avez ici, étant donné qu'on aura un point de fuite central comme ceci, voilà, vous voyez, si vous avez votre point de fuite qui est légèrement plus haut, ça veut dire que vos véhicules vont se dessiner plutôt comme ça, avec le haut du véhicule qui va légèrement dépasser de la ligne d'horizon, idem de ce côté-là, le véhicule va se dessiner comme ça, et puis vous allez avoir la ville en arrière-plan qui va arriver jusqu'ici, à chaque fois sur cette ligne comme ça, et donc la même chose ici, comme ceci, d'accord? Et là on aura un point de vue visuel qui sera davantage respecté vis-à-vis d'une certaine proportion en termes d'échelle, d'accord? Ensuite, on peut imaginer que le spectateur qui regarde cette scène, par exemple, il va vraiment être situé au niveau du sol, c'est-à-dire il va se baisser au maximum et puis il va regarder la route vraiment le plus bas possible. Et dans ce cas-là, donc l'image fonctionne très bien de cette façon-là, d'accord? Si on imagine donc justement ce point de vue-là, donc on peut imaginer que la ville va s'organiser justement par rapport à cette ligne d'horizon. On peut imaginer que justement on a les taxis ici, hop, comme ça, qui vont dépasser légèrement. Là, la question c'est de se poser, est-ce qu'en termes de proportion, les taxis sont respectés en termes de hauteur, d'accord? Et vous voyez que ici, si je compare le taxi qui est ici, le taxi qui est au second plan et le taxi qui est un peu plus proche, on voit que déjà les deux premiers taxis ont la même taille, ce qui ne peut pas être faisable. Il va falloir justement jouer avec la notion de point de fuite et donc rediminuer donc la taille de ce taxi-là, la taille de ce taxi et la taille de celui-ci pour retrouver une cohérence en termes de proportion et d'échelle. D'accord? Donc c'est la première chose que je vais faire. Donc ce que je vais essayer de faire, sans trop dénaturer votre dessin, je vais prendre le taxi qui est ici. Je vais prendre également le reflet. Et je vais peut-être donc juste par rapport au point de fuite ici, hop, comme ça je vais baisser un petit peu la dimension de ce taxi là, d'accord? Je vais juste diminuer un peu sa taille, hop, comme ça. Je vais faire la même chose avec celui-ci, je vais diminuer légèrement sa taille et son reflet, hop, comme ceci. Et comme ceci, voilà. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que à l'arrière-plan, je vais juste reprendre donc les touches que vous avez mis ici, je vais juste repasser un petit peu dessus, hop, comme ça. Et comme ça, d'accord? Donc le but, ça va juste être de récupérer, plutôt fusionner, vous voyez, juste de récupérer comme ça une dimension un peu plus intéressante et un peu plus respectueuse de la profondeur et de la perspective. Voilà. Deuxième point, ce serait au niveau des reflets, justement au niveau du ciel. Donc là, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que vous avez une grande zone comme ça, une grande zone ici au premier plan. Alors je vais essayer de me repositionner, voilà. Donc vous avez une grande zone comme ça au premier plan qui est relativement vide, ce qui est un petit peu dommage. Que ce qui aurait été intéressant, c'est peut-être de travailler justement sur le reflet du ciel comme ça, pour permettre de focaliser un peu plus l'attention. D'accord? Donc juste retravailler avec le même bleu, la même couleur de bleu, vraiment de travailler sur des reflets comme ça, un peu comme ce que vous avez fait sur les voitures ici. Ça nous empêche également de gérer les reflets de cette façon-là. Peut-être de retrouver justement les éléments marquants. Donc vous voyez par exemple on a un élément un peu rouge ici, on aurait peut-être envie de le revoir de ce côté-là, peut-être qu'il serait légèrement plus saturé ici en couleur, mais on a envie de le revoir en dessous. Idem de ce côté-là, on a une espèce d'élément un peu verdâtre ici, on aurait peut-être envie de le retrouver ici. Vous voyez, on a vraiment envie de retrouver un effet un peu reflet, un peu miroir au niveau des bâtiments, pour agrémenter davantage votre premier plan
et éviter de se retrouver avec tout simplement un espace vide, d'accord. Idem ici, par exemple, vous avez un marron qui est très riche, très intéressant ici, vous avez des éléments ici, donc qui vont peut-être pas arriver jusque là, mais hop, vous avez des éléments comme ça, vous avez des éléments un peu bleutés ici, qu'on aurait aimé revoir également. Vous voyez, il y a des petits éléments comme ça, vous avez des couleurs un peu verdâtres, on aurait peut-être aimé ici, donc légèrement bleuté. Donc là, vous voyez, juste de récupérer ces éléments-là, de les descendre un petit peu. Idem ici pour les couleurs verdâtres. Ici, peut-être de refléter un peu plus ce premier taxi, vous voyez, juste pour augmenter un petit peu la dimension, prendre un peu plus d'espace de ce côté-là. Voilà, donc on aurait vraiment aimé, j'aurais vraiment aimé retrouver ces éléments-là en dessous. Vous voyez que du coup ça va habiller un peu plus votre espace, toute la partie basse de votre dessin, sachant que la composition ici fonctionne plutôt très bien, d'accord. Donc vous avez une composition qui fonctionne, qui marche. Donc là maintenant c'est vraiment plus d'agrémenter comme ça avec des points qui vont se refléter en dessous. Deuxième chose que vous auriez peut-être pu faire au niveau justement de cette portion de votre image, c'est peut-être signifier des sortes de lignes de direction comme ça. Donc après à vous de voir les couleurs que vous allez utiliser. Rien ne vous empêche par exemple comme ça de prendre une règle avec beaucoup de couleurs par exemple, ou beaucoup de peinture avec une peinture assez épaisse, et de marquer comme ça quelques lignes. Ça peut être des lignes, les lignes de circulation par exemple. Rien ne vous empêche comme ça de marquer quelques lignes, de partir justement des points de fuite ici. Rien ne vous empêche de vous dire voilà, je vais prendre une couleur un peu jaune, on a ici comme ça qui va se répéter. Voilà, donc après à vous de bien définir les couleurs, mais avec des valeurs assez lumineuses, d'accord. Vraiment juste pour recréer cette impression de profondeur, recréer cette distance dans votre dessin. Donc idem, peut-être repartir avec du blanc ici, et partir là encore du point de fuite central, et que automatiquement ça vous crée de la distance. Vous pouvez également imaginer que vous avez une sorte de lignes comme ça qui vont se dessiner de manière perpendiculaire ici. Comme ceci. Et puis peut-être davantage marquer la distance avec des valeurs plus sombres au premier plan, avec beaucoup de saturation. Ça peut être des bleus comme ça, qui vont marquer davantage le premier plan. Donc le but ça va être de focaliser l'attention au maximum sur les bâtiments, sur les éléments qui sont un peu jaunes, en apportant des touches. Donc ça peut être des touches un peu violettes, ça peut être des touches un peu bleutées, mais l'objectif c'est que ce soit relativement sombre. Voilà, donc l'objectif c'est que ce soit justement relativement sombre pour avoir justement un contraste. Un peu plus important. Et voilà. Et puis dernier point éventuellement, je pense que je n'aurais peut-être pas mis de valeur rouge ici. Hop, je pense que j'aurais même complètement travaillé sur un ciel complètement dégagé ici. Donc l'objectif c'est de lire des formes très simples. Vous voyez, donc vous avez cette forme qui se lit assez facilement, vous avez cette forme qui se lit assez facilement. Donc de conserver cette lecture simple, en évitant, vous voyez, en évitant des zones
comme ça, ou qui viennent apporter un peu de complexité supplémentaire. Bon, moi je pense que j'aurais peut-être directement réalisé des éléments comme ça. Rien ne vous empêche d'assombrir un petit peu, mais de rester peut-être dans les bleus, et ça va apporter moins de confusion. Sans gêner forcément la lecture de vos éléments. Et je vois que vous avez aussi quelques sortes de lignes, un peu comme des antennes comme ça. Rien ne vous empêche d'augmenter les contrastes, d'en mettre un peu plus. Par exemple, ça peut être intéressant pour travailler justement sur cette forme, sur ces formes-là, comme ceci. Et puis vous avez un jeu de valeurs ici, en termes de profondeur, vous avez cette valeur comme ça, cette valeur-là qui est intéressante également, vous voyez ça, vous pouvez récupérer ces valeurs comme ça. Hop, idem ici, le but ça va être de créer un contraste. Ici, comme ceci. D'accord ? Donc voilà pour votre dessin. Donc je vais, pour votre peinture, hop, je vais vous montrer donc avant-après. Vous voyez, juste en termes de valeur, donc foncez un petit peu le premier plan, ça permet donc d'introduire vraiment le reste du paysage. Juste rediminuer un petit peu au niveau du taxi pour que la perspective soit un peu plus cohérente et un peu plus juste. Et puis vraiment travailler sur cette grande ligne principale de reflet ici qui manque un petit peu, et ce premier plan qui paraît un peu vide, ce qui est dommage, et renforcer la perspective avec quelques lignes comme ça pour donner une impression de profondeur. Et même si ici par exemple vos taxis sont pas forcément bien réalisés en termes de perspective, c'est pas gênant, ça donne un côté un peu abstrait, mais juste en traçant ces quelques lignes, vous voyez que ça apporte ici vraiment un plus au premier plan, et ça va apporter donc des informations supplémentaires. En termes de couleurs ici, vous voyez, voilà, hop. En termes de couleurs, on a vraiment des couleurs plus saturées, plus fortes au premier plan. Essayez également d'éviter des noirs intenses, privilégiez peut-être des bleus de Prusse qui sont assez sombres, mais qui ne sont pas forcément noirs. Vous avez des noirs aussi qui sont des noirs colorés qui peuvent être plus intéressants et plus riches. Le noir a tendance à ternir un petit peu l'aspect colorimétrique des couleurs, donc ce qui est un petit peu dommage. Donc voilà, si vous avez le moyen de remplacer le noir par une autre couleur qui est assez sombre, ça peut être intéressant justement de travailler davantage comme ça. D'accord ? Et voilà environ pour votre correction. J'estime qu'il n'y a pas lieu d'apporter forcément plus de corrections que ça. Étant donné que ça reste de la peinture semi-abstraite, on va dire. Donc voilà, j'estime que en l'état, on n'a pas forcément besoin d'ajouter des détails supplémentaires, on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin dans la perspective, etc., etc. Donc le but c'est juste d'essayer donc d'améliorer légèrement en utilisant des principes du dessin, donc comme la perspective, les formes simples, etc., pour rendre votre peinture plus lisible. Mais comme je vous disais, donc dans l'état, je pense que votre peinture n'a pas forcément besoin de plus de modifications que ça. Donc voilà. Et voilà les artistes, c'est tout pour les corrections vidéo de ce mois-ci. Et donc c'est, comme je disais, la dernière correction vidéo de cette année. Merci en tout cas à Enguerrand, à Mathieu et puis à Corinne d'avoir joué le jeu et d'avoir envoyé leur dessin pour correction. Comme je vous disais, donc vous pouvez m'envoyer tout type de dessin, ça peut être des croquis, ça peut être des peintures finalisées, ça peut être des peintures réalisées à la bombe comme ici. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer donc vos dessins à l'adresse suivante, donc greg@dessiner.fr. Donc quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous dis à la prochaine pour les prochaines corrections vidéo, à l'année prochaine même. C'était Greg, donc voilà, je vous dis bon dessin et à bientôt.